Bonsoir à toutes et à tous. Midreshet Yehuda Manitou a préparé une soirée spéciale pour vous, pour Yom HaShoah. Je laisse Brigitte Blia, la présidente de Midreshet Yehuda, nous dire quelques mots d'introduction. Bonsoir. Alors, nous nous retrouvons à nouveau au Yom HaShoah. Et si vous vous rappelez, déjà l'année dernière, nous avions pris comme thème principal la résistance. Cette année, nous allons parler d'une autre sorte de résistance, tout à fait différente, mais non moins importante et peut-être moins connue, bien que la résistance juive, à mon avis, est encore largement méconnue. Il s'agit de la résistance par l'art. L'art comme moyen de résistance, c'est ça le sujet, les œuvres de Yad Vashem. Et pour nous en parler, nous avons le grand honneur, mais aussi le grand plaisir, d'accueillir ce soir Eliade Moré-Rosenberg, qui est conservatrice et directrice du département d'art à Yad Vashem, division des musées. Il faut savoir que Eliade, qui est une personne jeune, comme vous allez le voir, a quand même déjà reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Alors, c'est assez amusant parce que c'est finalement que le début de sa carrière. Il s'agit d'un prix très important, du prix européen de la culture en 2021, parce que Eliade est allée faire des expositions dans beaucoup de pays du monde, notamment en Allemagne, où elle avait rencontré Angela Merkel. Et c'est pour tout ce travail tout à fait original et important qu'elle a reçu ce prix. Eliade, je te donne la parole. Merci Brigitte. Moi-même, j'ai été étonnée de ce prix et en effet, je leur ai dit, écoutez, je compte quand même vivre encore longtemps, laissez-moi travailler. Merci en tout cas. Voilà, alors moi j'aime bien commencer directement dans le vif du sujet. Et donc, avant tout, je voudrais donc partager mon écran et ma présentation. Voilà. Alors, elle me dit, voilà. Et ça, donc, vous avez ma présentation. Et je voudrais commencer par une citation pour voilà, entrer dans le vif du sujet et parler directement donc de ce que je veux dire lorsque je parle de résistance à travers l'art. Et donc, j'aimerais débuter donc, par cette citation d'Alexander Bogen, qui a rejoint les partisans dans les forêts des environs de Vilnius. C'était un artiste avant tout, qui a mené des études aux Beaux-Arts, mais donc il rejoint la lutte armée et il dit donc, oh là là, je saute à chaque fois là, parce que j'ai envie, en fait, je ne peux pas bien voir l'écran, mais bon, c'est pas... Voilà. Ah, merci. Alors, faire preuve de créativité pendant la Shoah était aussi une forme de protestation. Chaque homme confronté à un danger cruel face à la mort réagit à sa façon. La réaction de l'artiste se fait par l'art, c'est son arme. Donc, lui-même qui a rejoint les forces armées, qui est retourné dans le ghetto de Vilnius pour sauver des jeunes gens du ghetto. Il a sauvé aussi sa femme, il a sauvé aussi sa belle-mère, ainsi en les faisant venir dans la forêt. Mais il a fait, surtout, il a cherché des jeunes parmi les juifs du ghetto pour rejoindre les forces des partisans dans les forêts de Naroch, donc dans les environs de Vilnius. Et lui-même, qui était donc le commandant d'équipe et de partisans, lui-même dit que finalement,
il reste un artiste, même lorsqu'il est dans la lutte armée. Sa façon à lui de combattre, ça reste à travers son moyen d'expression, qui est le dessin. Et donc, c'est cette citation que j'aimerais nous guide à travers cette présentation aujourd'hui, qu'on ait ça en tête. Parce que donc, voilà, il faut aussi se souvenir que dans la plupart des cas, les Juifs n'ont pas eu l'accès aux armes, ils n'ont pas eu la possibilité de rejoindre les forces de résistance telles qu'on les connaît, donc la résistance avec un grand R, et donc confrontés aux événements, ils ont réagi à leur façon, chacun comme il le pouvait, et ont tenté de trouver le moyen de s'exprimer. Donc, les artistes, et pas seulement les artistes, on va le voir, choisissent souvent le dessin et l'art comme moyen de protestation, au moins pour faire connaître leur histoire et pour faire passer des messages. Parce que la communication, c'est peut-être la première étape de la résistance. Donc, voilà, alors là, nous pouvons voir quelques dessins de Bogen qui représentent les partisans dans leur lutte. Donc, on les voit vraiment en train de faire une pause dans les tranchées. Donc, vous voyez, c'est signé et c'est daté de 1943. Et vous voyez que c'est vraiment un croquis pris sur le vif, parce que ce sont les moyens de ce sont les conditions dans lesquelles travaille Bogen, qui lutte, qui est avec eux, ce sont ses amis, et lui, au lieu de se reposer un instant ou entre un moment où il mange et un moment où il fait autre chose, et ben, il va vraiment saisir sur le vif le quotidien de ses combattants. Et ce qu'il raconte, puisqu'il a survécu et qu'il a livré différents témoignages, il raconte que lorsqu'il n'avait pas d'outils pour dessiner, et ben, il a créé ses propres outils, c'est-à-dire qu'il avait du papier parce que bon, il recevait, il a pu recevoir du papier justement par les partisans qui avaient comme but quand même aussi de faire connaître leur lutte. Mais quand il n'avait plus, par exemple, de quoi dessiner, alors tout simplement, il prenait une branche, il la brûlait et il créait ainsi enfin, comme du charbon, un fusain, en fait, pour dessiner. Donc, ça nous met d'emblée, on comprend que créer, c'est pas quelque chose, créer pendant la Shoah, c'est pas quelque chose qui est facile ou qui est accessible. C'est toujours, même à ce niveau-là, il faut faire preuve de créativité, c'est-à-dire que les artistes doivent trouver les moyens même pour s'exprimer, au-delà bien sûr de la nécessité de vaincre, je dirais, le désespoir, l'incertitude qui fait partie de la vie quotidienne de chacun. Et donc, on a, grâce à Bogen, vraiment un témoignage de la réalité de ses partisans. Et vous voyez, même, il a pu réaliser des gravures sur bois, des estampes, certaines, vous voyez selon les dates, date de la guerre même, et puis d'autres qu'il a reprises plus tard en se basant sur des croquis ou bien d'autres moutures qu'il avait fait au préalable. Mais on se rend compte aussi à quel point l'art est important
pour faire transmettre ce message qu'il y a une lutte armée qui a lieu, et c'est très important aussi pour le moral des équipes et pour bien sûr encourager donc les Juifs à continuer le combat. Voilà, alors de là, je passe à d'autres artistes qui vont non pas lutter comme Bogen et à travers l'arme de leurs outils, mais aussi essentiellement à travers les armes de l'esprit. Et donc, je voudrais parler ici de Félix Nussbaum. Félix Nussbaum, que vous avez peut-être vu lors de son exposition rétrospective hommage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, ou peut-être il y a de cela quand même assez longtemps, plus de 20 ans, au Musée d'Israël. Alors, Félix Nussbaum est un artiste qui est né en Allemagne, à Osnabrück, et il suit des études à Berlin. Puis, il reçoit un prix, en fait, pour étudier à Rome. Et là, lorsqu'il est à Rome, il assiste à une conférence de Goebbels qui vient parler aux artistes allemands qui se trouvent avec lui dans cette Villa Massimo de Rome. Et lorsqu'il entend la vision de Goebbels pour l'art allemand et pour l'art de façon générale, il comprend qu'il n'a plus d'avenir en Allemagne. Et donc, dès que les nazis accèdent au pouvoir en 1933, il ne retourne pas en Allemagne et il reste en Italie. Il cherche un endroit en fait où s'installer avant de s'installer en Belgique. Et l'œuvre que vous voyez ici est une œuvre qui a été réalisée après son retour de captivité, parce qu'en Belgique, en fait, à Bruxelles, dès l'invasion allemande, il est arrêté, et en tant qu'Allemand, donc c'est un petit peu paradoxal parce que on voit en lui un étranger, un ennemi, et lui, comme beaucoup de réfugiés juifs allemands ou de dissidents politiques, sont internés dans le camp de Saint-Cyprien, dans le sud de la France. Et il réussit à s'évader, en fait, et à retourner en Belgique, à Bruxelles. Il rejoint sa femme, qui s'appelle Felka Platek, qui est une juive originaire de Pologne, qui était aussi une artiste. Et il va vivre dans la clandestinité. Et dès son retour donc de captivité du camp de Saint-Cyprien, il peint 7 peintures qui représentent des Juifs en train de prier. Mais ce qui est intéressant par rapport à d'autres scènes de prière que je vais vous montrer, je vais vous en montrer quelques-unes par la suite, c'est que cette prière a lieu en dehors. En général, on représente la prière dans le lieu de, je ne vais pas dire dans le lieu de culte parce qu'il n'y a pas de lieu de culte pendant la Shoah, en général ça n'est pas possible, mais c'est-à-dire que ça a lieu à l'extérieur et pas dans la baraque ou dans ce qui fait office d'une synagogue. Et donc déjà ça nous interpelle, mais il y a d'autres choses qui nous interpellent dans ce tableau, et c'est que les hommes sont en mouvement. On se demande s'ils ont minyan, apparemment non, puisqu'on a seulement 5 personnes. Et puis surtout, il y a la représentation de ces hommes qui prient, desquels on ne peut discerner que
que quelques têtes, et encore à peine, on ne voit pas de visage, et on a l'impression que ces hommes sont devenus des figures presque fantomatiques, des figures qui s'accrochent en fait à leur foi, et que cette foi est représentée à travers ces échelles de prière qui sont la seule source de lumière du tableau. Et là, on voit bien le paradoxe que Nussbaum a envie de nous faire passer. C'est ça, c'est-à-dire que dans cette scène de désolation absolue, on le voit d'ailleurs à travers les symboles. Regardez au devant de la scène, nous avons un fil barbelé, nous avons un os comme ça jeté, nous avons ici une boîte de conserve vide, et puis il y a en plus une chaussure qui est jetée. Donc on voit bien l'état de désolation avec donc ces symboles. Il nous fait parvenir en fait la réalité du camp, c'est-à-dire c'est un camp avec des fils barbelés, donc on comprend bien la captivité, l'os, la mort qui est ambiante, il y a la boîte de conserve qui est vide, donc c'est la faim et les conditions déplorables de cet endroit. Et dans le ciel, vous remarquerez des oiseaux noirs, ce sont les oiseaux rapaces qui sont à la recherche de cadavres. Et c'est un symbole récurrent chez Nussbaum, et il signifie bien sûr la mort. Et dans cette scène où on peut retrouver d'ailleurs aussi une symbolique apocalyptique, parce qu'il y a ce moment qu'on n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à comprendre à quel moment de la journée on est. Est-ce qu'on est le matin? Est-ce qu'on est le soir? Est-ce donc l'aube? Est-ce le crépuscule? Et voilà, ce n'est pas clair, et c'est bien sûr intentionnel. Mais alors la question se pose, s'il s'agit du soir, hein, si c'est la fin de la journée, dans ce cas, pourquoi les hommes portent-ils des châles de prière? Et donc, cela nous mène, je pense que vous pouvez le deviner, à l'hypothèse qu'il s'agit de Yom Kippour, donc le jour où les Juifs portent le châle de prière le soir. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités d'interprétation pour cette œuvre. Mais avant tout, il y a cette fragilité de l'homme retrouvé face à lui-même, et qui ne peut retrouver d'espoir que dans sa foi. Et c'est intéressant en fait de voir que cette œuvre, donc je vous l'ai dit, peinte en 41, donc dès le retour de captivité de Nussbaum, c'est finalement la première après des années où Nussbaum n'a pas du tout approché de sujets juifs. Il n'a pas, en fait, on a cette œuvre qui est de 1926 que je vous montre à présent, cette œuvre où il se représente dans la synagogue de sa ville natale à Osnabrück, avec le Chazan à côté de lui. Mais entre 1926 et 1941, il n'y a quasiment pas de représentation de son identité juive ou de référence donc à cette identité. Et c'est très intéressant en fait qu'après le fait d'avoir été interné, il retourne en fait aux sources et l'identité juive va se faire très présente dans son œuvre. Alors là, je passe en fait à une œuvre, je vous montre une autre œuvre qui fait partie de notre collection, qui peut être vue de façon permanente dans le musée d'art de Yad Vashem. C'est Le Réfugié, qui date de 1939. Et en fait, c'est une réaction
à la conférence d'Évian dans laquelle Roosevelt, vous vous souvenez, voulait poser la question de comment résoudre le problème des réfugiés juifs, allemands et autrichiens qui voulaient trouver en fait un pays qui pourrait les accueillir après donc les persécutions en Allemagne et l'Anschluss en Autriche. Et finalement, le résultat de la conférence, c'est que les pays étaient tous d'accord pour dire que aucun ne voulait recevoir les Juifs. Et finalement, en quelque sorte, donc cette conférence va simplement renforcer Hitler dans sa conviction que finalement le monde est assez indifférent à la question juive et que donc ça ne va que l'encourager dans ses démarches génocidaires. Et donc je vous ai donné un petit peu le contexte de ce tableau. Et ce qu'on voit dans ce tableau, encore une fois, c'est l'usage d'une symbolique très forte pour représenter le désarroi du réfugié juif. Vous le voyez, qui tient sa tête entre ses mains face à un monde hostile, donc représenté par le globe posé sur la table face à lui. Et encore une fois, on a une espèce de paradoxe que cet homme qui se retrouve dans une espèce dans un environnement qui nous rappelle une cellule de prison, mais cette prison est ouverte en fait. Il y a une porte ouverte, une arche ouverte, mais si l'on regarde à travers cette arche, on voit que cette porte nous mène vers un endroit hostile avec des arbres morts et puis encore une fois ces oiseaux rapaces qui planent dans le ciel. Donc le monde est apparemment face à lui et accessible, mais en fait il ne l'est pas. D'ailleurs, c'est intéressant que c'est le globe qui bloque cette ouverture, cette porte vers l'extérieur. Et ce qu'on le remarque aussi à travers le symbole du baluchon posé à terre et de la canne, c'est que finalement, c'est un petit peu comme le juif errant. C'est un homme qui est déjà devenu un nomade, c'est quelqu'un qui a déjà voyager et qui ne trouve pas où vivre et où s'installer. Et c'est un petit peu aussi l'histoire personnelle de Félix Nussbaum qui, je vous l'ai dit, dès 1933, comprend qu'il n'a plus d'avenir en Allemagne et dès lors erre à travers l'Europe, d'abord en Italie, ensuite il va aller en France, plus tard encore une fois en Belgique, à Ostende, et il va finir par s'installer à Bruxelles, mais il sait qu'il est apatride et que finalement il n'a pas vraiment où aller, il n'a pas de pays pour le défendre et il est citoyen de nulle part. Donc, voilà, Félix Nussbaum, encore une œuvre, celle-ci ne se trouve pas dans notre collection, mais elle se trouve à Osnabrück. C'est peut-être l'œuvre pour laquelle il est le plus connu. C'est une œuvre où il imagine en quelque sorte son arrestation. Lui qui vit à ce moment, il vit caché, c'est une œuvre de 1943, et il vit caché et pour peindre, il prend des risques énormes en fait parce qu'il va peindre dans un atelier qui n'est pas là où il se trouve et il peint. Et
regardez comment il se représente. Il se représente donc au moment de son arrestation avec un manteau qu'il essaye de… On dirait que ce manteau est censé le protéger, mais en fait, en remontant son col, il ne fait que… qu'attirer encore plus d'attention sur l'étoile qu'il porte. Ce qui est intéressant, un détail intéressant, c'est que Félix Nussbaum n'a pas porté l'étoile jaune, mais il se représente avec l'étoile jaune et avec donc sa carte estampillée du tampon juif. Donc, c'est cette identité qui le marque et qui finalement le mène à sa perte. En fait, il est accusé du crime d'être juif et regardez la composition, il est face à un mur, il est arrivé en fait au bout, il est vraiment, donc littéralement, il a représenté cette situation qui est sans issue. Et dans le ciel, une fois encore, nous retrouvons les oiseaux rapaces et nous voyons aussi une scène de, encore une fois, les oppositions, donc un arbre qui est mort et puis il y a quand même une branche qui fleurit, donc la dualité entre la vie et la mort, cette situation de terrible désespoir, mais quand même l'espoir que peut-être il pourrait y avoir un moyen de survie. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Nussbaum, conscient de l'importance de ses œuvres, va les faire photographier. Et donc, il veut les documenter parce qu'il est conscient du fait qu'il peint pour la postérité. Et donc, si lui ne survit pas, au moins ses œuvres lui survivront et raconteront son histoire et l'histoire du peuple juif, parce qu'on se rend bien compte que cet autoportrait, ce n'est pas seulement son autoportrait, mais c'est bien sûr, il traduit de façon existentielle la condition du juif pendant la Shoah. Et en fait, c'est ce qui se passe. Nussbaum et sa femme sont arrêtés en 1944, envoyés dans le dernier convoi partant de la Belgique pour Auschwitz, et aucun des deux ne survivra. Je vois que je dois avancer parce que j'ai encore beaucoup d'images et de dessins que j'aimerais vous montrer. Donc, alors, en fait, l'idée, j'aimerais suivre un petit peu le fil conducteur, donc la résistance qui se fait de différents moyens, donc à travers l'art, bien sûr. Nous avons vu chez Nussbaum aussi, donc, comment les Juifs résistent aussi par la foi, par leur croyance, par l'affirmation aussi de leur identité. Alors, nous voyons ici une scène de prière qui a lieu dans le ghetto de Theresienstadt en Tchécoslovaquie de l'époque. Et vous voyez, la prière se fait, on voit bien, pas dans les conditions normales, mais de façon très rapide, et l'artiste le rend bien à travers ces traits expressifs et fait de façon rapide. Ici, nous voyons une scène de prière pendant la fête. On a réussi à établir qu'il s'agissait de la fête de Simchat Torah, grâce en fait, bon, je parle un peu plus rapidement là, mais donc à travers des comparaisons avec une autre œuvre de l'artiste qui a été datée, etc. Et donc il s'agit donc probablement du Iskor à Simchat Torah.
Voilà, alors là, un autre artiste, alors là, c'est un jeune artiste, c'est même pas, enfin, c'est un jeune garçon qui fait qui réalise cette peinture dans le ghetto de Lodz. Il dépeint un homme qui prie. Alors, parfois, on ne le voit pas directement, donc je vous l'explique. C'est donc un homme habillé comme un chassid avec son livre de prière face probablement au Aron HaKodesh, et vous voyez derrière lui son ombre. Et ce qui est intéressant, c'est donc comment tout autour de lui est instable, et ça, on peut le voir à travers ses traits, c'est les diagonales qui apportent une dynamique, mais aussi on voit bien la fragilité du plancher. On a une impression d'instabilité, et finalement la seule chose stable dans cette peinture, c'est cet homme qui se tient debout, au sens propre comme au sens figuré, à travers la prière. Et l'histoire d'Abramek est bouleversante, puisque c'était donc un jeune homme, il doit avoir 12 ans ou 13 ans lorsqu'il fait cette peinture, et il a également écrit quelques poèmes, et lui et son père et sa mère sont déportés à Auschwitz, et lui ne survivra pas, sa mère non plus, et seulement son père survivra, et il retournera dans le ghetto de Lodz, et c'est là où il trouvera ce dessin et un recueil de poésie et de des morceaux de théâtre satirique. Et voilà, j'ai apporté le poème qui est absolument incroyable, qui se trouve dans ce recueil, donc que son père a retrouvé, et c'est son rêve. Donc il dit « Quand je serai grand, je verrai ce beau monde, assis dans un oiseau géant tout en fer. Je traverserai les eaux de l'univers par l'eau, rivière, mer et océan. La nue me sera sœur et le vent frère. Je verrai des sphinx et les pyramides sur la terre si ancienne à la déesse Isis. Je traverserai l'immensité du Niagara et me baignerai dans le soleil saharien, à travers les monts du Tibet qui se perdent dans les nuages au-dessus du beau secret des lamas magiciens. Puis j'abandonnerai les épuisantes chaleurs pour les glaciers du Nord. Je passerai au-dessus de l'île des kangourous, des ruines de Pompéi, au-dessus des terres saintes à l'ancienne loi, au-dessus du pays de l'illustre Homère, toujours autant ravi par la beauté du monde. La nue me sera sœur et le vent frère. » C'est bouleversant de penser qu'un jeune garçon se trouve donc à Lodz et est capable, à travers la force de l'imagination, de voyager à travers le monde et l'univers, et même l'univers à travers le temps, puisqu'il mentionne aussi l'Antiquité et toutes les splendeurs des civilisations. Voilà, alors encore un exemple assez incroyable comme un acte de foi, c'est Carol Deutsch, qui est un artiste belge qui a grandi dans une famille juive orthodoxe à Anvers, et qui va réaliser pour sa fille de 2 ans une Bible illustrée que vous voyez. Vous voyez la boîte qu'il a confectionnée lui-même. Donc, vous voyez les deux faces de cette boîte. D'un côté, la Ménorah, donc le symbole juif le plus ancien. Il signe en hébreu et en anglais. Il écrit qu'il a réalisé 99 illustrations de la Torah, donc en hébreu et en anglais. Et de l'autre côté, il écrit la date hébraïque et la date 1941-1942. Et bien sûr, là encore, affirmation de son judaïsme, l'étoile de David. Donc, je vous montre quelques exemples parmi ces 99 illustrations contenues donc dans la boîte que je viens de vous montrer.
vous voyez Adam, où es-tu? Vous pouvez peut-être voir que sur l'œuvre elle-même, il écrit en hébreu, en anglais et en français, les titres ou bien les citations des versets. Et vous voyez ici le Shabbat, en fait, la représentation du Shabbat. On voit aussi l'influence de la Kabbale, de ses connaissances donc, dans le mysticisme juif. Vous voyez que tout est inscrit dans une grande étoile de David, et dans la Magen David, vous voyez le Yud du nom de Dieu. Et en fait, si on retourne l'image, on peut lire aussi l'image à l'envers, parce qu'il y a en fait, c'est le but, la consécration de la création, c'est le Shabbat. Mais il y a aussi, donc, dans ces représentations, il y a parfois, on peut interpréter les illustrations, non pas seulement comme des illustrations de la Bible, enfin de la Torah, mais on peut voir des allusions à la réalité qu'il est en train de vivre avec sa femme. Par exemple, le décret de Paro de jeter au Nil les premiers-nés, les garçons premiers-nés. Là, alors vous voyez comment Carol Deutsch représente ce décret. Vous voyez donc comme un close-up, enfin, comment on appelle ça en français, j'ai oublié, c'est-à-dire que vraiment on met l'accent sur le visage et sur l'angoisse de la mère qui doit jeter son enfant à cause du décret donc du pharaon. C'est la même angoisse en fait que vivent les parents juifs à cette époque lorsqu'ils doivent penser comment trouver un moyen de sauver leurs enfants. Et c'est son expérience à lui, puisque sa fille a 2 ans et qu'il doit trouver un moyen de la cacher. Et vous voyez là, par exemple, d'autres images. Moïse, sauvé des eaux, Moïse donc dans sur le Nil, dans la Teiva, et c'est aussi en fait un petit peu donc sa propre histoire. Il confie sa fille qui s'appelle Ingrid, il la confie à une famille catholique en Belgique, à Florentville plus particulièrement, et donc elle et sa grand-mère, donc la femme, la mère de sa femme, sont donc cachées chez une famille catholique, et elles vont en effet survivre, alors que Carol Deutsch et sa femme sont cachés ailleurs, et ils sont probablement dénoncés et donc arrêtés, déportés également de Malines, Mechelen, et déportés à Auschwitz, d'où aucun ne reviendra. Carol Deutsch sera déporté dans différents camps, et il mourra d'épuisement. Et vraiment à la fin, presque à la fin de la guerre. Et donc, la seule qui survit finalement, c'est Ingrid, la petite fille, et sa grand-mère. Et c'est ainsi qu'en fait, les œuvres ont été retrouvées. Lorsqu'elles reviennent à Anvers, elles retrouvent donc cette Bible que je vous ai montrée, en fait, cette Torah illustrée, hein, il ne s'agit que d'illustrations contenues dans cette boîte, et donc finalement c'est ce qui reste de Carol Deutsch, et cette œuvre aussi est montrée de façon permanente dans notre musée d'art. Encore une histoire,
celle de Esther Luria. Cette fois, ce n'est plus donc l'identité religieuse qu'on va suivre, c'est comment résister à travers la documentation. Esther Luria est une jeune femme originaire de Lettonie, voilà, en hébreu c'est Latvia, hein, donc Lettonie, et elle et sa famille, la plupart de sa famille, décident de vivre en Israël, et donc elle réussit, elle vit à Tel Aviv, et elle reçoit même le prix Dizengoff en 1938, mais elle décide de poursuivre ses études en Belgique, et donc elle va se rendre en 1939, elle se rend en Belgique, et elle décide de rendre visite à sa sœur qui se trouve en Lituanie, à Kovno, et elle Kaunas, hein, donc, et elle va rendre visite à sa sœur, et là elle est en fait elle se trouve prise au piège de la guerre, elle ne peut plus retourner en Israël, et lorsque donc les Juifs doivent être enfermés dans le ghetto de Kaunas, elle se retrouve donc dans le ghetto. Mais comme elle est en fait seule, sans famille à elle, sans enfant, elle peut décrire à travers ses œuvres ce qui se passe. Elle peut décrire la réalité du quotidien et témoigner. Et vous savez que les appareils photo étaient interdits, hein, dans les ghettos, et c'était confisqué, réquisitionné. Donc, c'était complètement interdit de prendre des photos. Et donc, le témoignage visuel des artistes de cette période est d'une importance primordiale pour avoir la représentation visuelle des événements dans les différents ghettos. Et par exemple, donc, Esther Luria et d'autres artistes vont témoigner à travers leurs œuvres. Comme vous voyez ce pont qui a été construit et qui était, aux yeux de Luria, c'était le pont qui représentait l'infamie, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de se rendre, de traverser la rue, et donc ils avaient ce pont pour passer d'un endroit à l'autre du ghetto. Elle documente aussi cette scène terrible suite à la famine qui règne. Il y avait un petit lopin de terre qui avait été désigné pour pouvoir planter quelques légumes, quelques pommes de terre. Et les gens étaient si affamés qu'ils venaient de nuit chercher les pommes de terre, les arracher avant même qu'elles ne soient mûres, et on tirait sur les gens qui venaient chercher ces pommes de terre. Mais la faim était si terrible que les gens le faisaient quand même et prenaient le risque. Et c'est ce qu'elle a documenté, cette ruée sur le champ de pommes de terre. Et suite à ce dessin, c'est le Conseil juif qui a remarqué donc les œuvres d'Esther Luria, et qui donc va l'encourager, le Conseil juif va l'encourager à témoigner à travers ses dessins pour qu'il y ait une documentation visuelle de la vie quotidienne du ghetto. Et donc, vous voyez ici le portrait d'Avraham Tori, qui servait de secrétaire général du Conseil juif. Et vous voyez également le chef
du département d'éducation, et tous les deux apportent leur soutien à Esther Lourier pour qu'elle continue dans cette entreprise de documentation. Et par exemple, elle représente aussi le chemin vers le 9e fort. Le 9e fort, c'est l'endroit où les Juifs étaient massacrés. Et donc, chaque jour, il y avait des groupes de Juifs qui étaient envoyés au 9e fort et d'où personne ne revenait. Elle, à travers une représentation allégorique, finalement, elle nous fait passer ce qui a lieu, en fait, là-bas, à travers ces arbres morts et ces coloris si sombres. Elle essaye donc de faire passer l'horreur de ce qui se cache derrière ces arbres et derrière ce paysage lugubre. Plus tard, elle va être donc déportée au camp de Stutthof et de Leibitz, mais là aussi, elle continue, alors qu'elle a très peu de moyens, elle continue d'être témoin et elle va obtenir du papier. Alors, juste pour que vous sachiez à quel point il était difficile pour elle d'obtenir ce papier, c'est un papier qu'une médecin juive qui travaillait donc à l'infirmerie lui a obtenu. Elle gardait l'emballage du coton et donc et sur cet emballage, c'est sur cet emballage qu'elle a pu réaliser ses portraits. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de le mentionner dans les œuvres que je vous ai montrées plus tôt, c'est que elle reçoit aussi l'aide de gens, de Juifs qui veulent l'aider et qui disent « mais comment faire pour que tu réussisses dans ton entreprise de documentation ?» Et donc, par exemple, le pont qu'elle a dessiné, elle raconte qu'à plusieurs reprises, elle a été démasquée en fait et qu'on l'a menacée. On l'a menacée d'abord de mort, hein, mais aussi souvent elle a été battue pour avoir dessiné. Et donc, ce qu'elle est d'un moment, c'est que, par exemple, il y avait des Juifs qui menaient la garde. Et donc, on lui disait, si quelqu'un s'approchait, si un Allemand ou un Lituanien collaborateur était un gardien lituanien passé par là. Et donc, on la prévenait. Et comme ça, elle a pu donc réaliser ses œuvres. En fait, c'est intéressant de voir qu'un peu partout, les Juifs se mobilisent pour aider les artistes pour qu'il reste une trace de leur vécu. Yakov Lifshitz, c'est un autre artiste aussi du ghetto de Kaunas qui, comme Esther Lourier, montre le quotidien des Juifs, entre autres, par exemple, son frère Gdaliaou qui a été battu, voilà, comme vous le voyez ici. Alors, je pense je ne sais plus combien de temps on a encore. Brigitte, peut-être oui, je dois bientôt finir. Alors, je vais juste parler donc des artistes de Theresienstadt qui, eux aussi, donc en Tchécoslovaquie, les artistes, comme donc à Kaunas, on voit qu'il y a un groupe d'artistes. À Theresienstadt aussi, ce sont des artistes qui se mobilisent pour témoigner de leur réalité, pour faire savoir en fait ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. Parce que un des grands problèmes, c'est la propagande nazie, c'est que au monde, on raconte toutes sortes d'histoires, comme par exemple que les conditions de vie à Theresienstadt sont bonnes et qu'à Theresienstadt, par exemple, sont envoyées les personnes
qui avait une certaine notoriété, disons que si les gens, enfin, si on posait des questions, alors on pourrait dire, voilà, ils sont à Theresienstadt et tout se passe bien. Mais en réalité, les conditions étaient horribles, les Juifs souffraient de malnutrition, c'était un camp de concentration à tous les niveaux. Mais la propagande s'en est servie, bien sûr, différemment. Et donc, les artistes, à travers leurs œuvres, se battent contre cette propagande. Par exemple, Léo Haas, qui montre donc les convois qui arrivent, qui montre, regardez par exemple la symbolique qu'on a suivie, par exemple, et chez Nussbaum, l'arbre avec ses branches, donc l'arbre en hiver qui devient expressif et parle de mort et de désespoir. On a vu aussi chez Esther Luria, donc et Nussbaum, donc Léo Haas aussi. La même symbolique aussi des oiseaux rapaces dans le ciel. Et donc, ils veulent témoigner de cette réalité, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui sont jetés dans cet endroit et qui finalement arrivent en enfer. Et regardez, il y a ce signe au devant, donc sur ce morceau de forteresse, il y a le V de la victoire. Et c'est un signe que certains artistes vont cacher dans leurs œuvres pour montrer, voilà, ils résistent à leur manière pour raconter la réalité de ce camp. Un autre artiste de ce groupe, c'est Félix Bloch, donc, qui montre ce qui arrive à ces gens-là. Ceux qui sont trop faibles pour marcher, alors ils sont écrasés par la roue de l'endroit. Bien sûr, encore une fois, c'est symbolique, mais c'est aussi et la réalité quotidienne, c'est que énormément de personnes âgées étaient envoyées à Theresienstadt et donc à cause de la malnutrition, à cause des conditions d'hygiène terribles, ils mouraient vraiment quelques semaines après leur arrivée. Un artiste comme Pavel Fantel, qui était un médecin, donc sa profession était celle de médecin, mais à ses heures libres, il témoignait aussi à travers la satire des conditions terribles de Theresienstadt. Vous pouvez le voir par exemple dans cette métamorphose, un homme qui arrive en 41 et ce qui lui arrive en 44, c'est un homme qui attend la mort, à qui il ne reste plus de lueur d'espoir. Ou encore Pavel Fantel qui prend le risque donc dans ces lieux de dépeindre Hitler comme un bouffon qui, en espérant que la chanson se termine, cette mauvaise plaisanterie se termine, ses mains sont pleines de sang et il espère que Hitler tombera donc dans les latrines, donc pardonnez-moi l'expression, mais qu'il tombera dans sa propre merde. Et vous voyez Mein Kampf, donc vous voyez, même il garde l'humour, et il garde l'espoir en fait à travers ses œuvres. Bien sûr que des œuvres pareilles étaient clandestines et que si elles étaient découvertes, c'était la torture garantie. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au groupe d'artistes que j'ai montré précédemment, c'est-à-dire Bloch et Haas et encore d'autres artistes qui, du moment où certaines de leurs œuvres ont été découvertes parce qu'ils ont essayé de les faire parvenir à l'extérieur, ils ont été arrêtés, torturés par Eichmann et du groupe seul Léo Haas a survécu, tous les autres sont soit morts de leur torture, soit morts en déportation à Auschwitz. Je voulais parler aussi du portrait parce que c'est important de mentionner le fait que
énormément d'artistes partout. Hein, ça, vraiment, dans tous les lieux où ils sont internés, les artistes vont faire le portrait de leurs frères, de leurs amis, de leur communauté. Et il ne s'agit pas simplement de créer un souvenir. C'est vraiment pour laisser une trace et pour lutter contre la déshumanisation qui a lieu et qui est d'ailleurs à la base de l'entreprise nazie. Et donc, il lutte contre la déshumanisation à travers le portrait. Et là, je vous apporte l'exemple de cet artiste Max Platschek qui, à Theresienstadt, encore une fois, va faire le portrait de plus de 550 personnes. Vous vous rendez compte, en 1 an et demi, 550 personnes, avec en général une signature double. Et donc, grâce à ces portraits, on sait qui ils sont. On a une trace de leur présence. Parfois, c'est la dernière trace de leur présence. Victor Ullmann, par exemple, qui était un célèbre musicien. Alors, on voit par exemple leurs commentaires. Ils disent Don Quichotte et Sancho Panza. Ils gardent leur humour. C'est absolument incroyable. Vous avez cet homme qui était un avocat, Fritz Baum, qui dit je n'ai jamais considéré que j'étais alors, j'arrive pas à le traduire, mais je me suis toujours sentie comme endettée par rapport à la vie. Je n'ai jamais demandé ce que la vie, ce que j'attendais de la vie, mais ce que moi, je lui apportais. Voilà, donc vous vous rendez compte, c'est comme un testament, ce sont des témoignages qui ont valeur de testament parce que la plupart des personnes représentées, comme Fritz Baum d'ailleurs, ont été déportées quelques mois plus tard. Et donc, souvent, c'est tout ce qu'il reste de ces personnes. Donc, vous voyez à quel point c'est important, en fait, cette résistance à travers le portrait, à travers l'art, parce qu'il y a un combat contre l'annihilation totale du peuple juif à travers, en fait, ces visages et ces identités que les artistes préservent. Un autre artiste, dans le camp de Riga, dans le ghetto à Riga, et un artiste qui donc est dans une unité de travaux forcés, dépeint près de 50 de ses confrères, donc travailleurs comme lui. Vous voyez, celui qui nous regarde, c'est un autoportrait, c'est l'artiste. Et la plupart des hommes dont il a fait le portrait n'ont pas survécu parce qu'ils ont été envoyés dans les champs de mines. Les seuls qui ont survécu, ce sont ceux qui se sont évadés, comme l'artiste et comme un autre artiste, comme cet homme qui a écrit ses mémoires par la suite, Meir Levinstein, et il dit à nos yeux, Arthur n'était pas simplement un artiste doué, mais un homme doté d'une âme. C'était comme s'il nous avait été envoyé pour nous insuffler du courage, nous rappeler que nous étions encore vivants. Et pendant tout le temps où nous l'étions, nous ne devions pas oublier que le peuple juif vivrait et demeurerait. Donc, vous voyez quel message d'espoir représente le fait d'être peint par un artiste à cette époque, parce que c'est être vu, considéré comme un être humain, et c'est recevoir de l'espoir. Encore, voilà, je ne peux pas ne pas raconter l'histoire de cet homme, Tzemach Weinreich, qui faisait partie de ce groupe donc de travailleurs forcés qui devait réparer des véhicules qui permettraient aux Allemands de combattre sur le front. Donc, ces hommes devaient réparer ces véhicules. Et Tzemach Weinreich, qui était un boucher originaire de donc Lettonie, sabotait
le travail, en fait. Il enlevait des boulons, il faisait toutes sortes de choses pour que les véhicules ne puissent pas servir les Allemands. Et donc, un jour, alors qu'il ne s'en était pas rendu compte, c'était un dimanche et les gardiens avaient fait une pause et il était à l'œuvre, en fait, de sabotage et il n'a pas remarqué que les gardiens étaient rentrés et il a été attrapé. Il a été emprisonné, il a réussi à envoyer une lettre à ses amis en leur disant de ne pas perdre courage et il a été pendu dans le ghetto de Riga. Mais en chemin vers la potence, il a chanté Hatikva. Vous voyez, ce sont des actes de courage absolument incroyables que l'on peut raconter grâce au témoignage d'un artiste qui a représenté cet homme. Et donc, grâce à cela, on peut aussi, donc, non pas seulement rappeler sa bravoure et son courage, mais aussi placer un visage sur son identité. Et c'est ça qui est essentiel. Là, j'en viens, c'est pour conclure, j'en viens à Benjamin Fondane et à son poème. Donc Benjamin Fondane, qui était un poète, un philosophe et encore énormément de choses, il mériterait une conférence à lui tout seul. Mais donc Benjamin Fondane, originaire de Iași en Roumanie, qui vit à Paris pendant la guerre, et c'est probablement le dernier portrait qui a été réalisé de Benjamin Fondane. Benjamin Fondane écrit la préface en prose, probablement suite aux événements de la rafle du Veldiv. Et l'écrire, vous voyez, en 42, je n'ai pas apporté toute la préface en prose, mais j'aimerais conclure donc avec ce poème de Fondane. Elisabeth Raphael, qui est parmi nous, l'artiste Elisabeth Raphael, a consacré à Benjamin Fondane une sculpture. J'espère que le projet de la sculpture qu'elle voulait placer à Paris, là où Benjamin Fondane a vécu, j'espère que le projet se fera. Peut-être qu'elle nous dira par la suite où elle en est par rapport à ça. Mais je voudrais donc lire, donc, en guise de conclusion, une partie de ce poème absolument incroyable qui écrit donc en 42, et Benjamin Fondane sera déporté à Auschwitz 2 ans plus tard, d'où il ne reviendra pas. Donc c'est à vous que je parle, homme des antipodes, je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il ne pas crier vengeance? L'hallali est donné, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligible. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Je vous laisse lire la suite et je conclus donc avec les vers de la fin. Un jour viendra sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Voilà, nous avons vu des visages d'hommes, de femmes et d'enfants et leur témoignage à travers les œuvres d'art. Et nous avons vu comment ils ont tous, de leur façon, chacun à leur échelle, ils ont tous résisté. Merci.
C'est dur de parler. Il n'y a que le silence qui peut exprimer l'émotion qui est la nôtre finalement, mais c'est extraordinaire de voir à quel point des hommes dans des conditions épouvantables gardent leur humanité. C'est ça la vraie résistance. Quelqu'un a une question? C'est dur de poser des questions parce que c'est quelque chose qui est au-delà de la parole, hein, c'est difficile. Ah, le son n'est pas activé. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Un instant. Là. Alors. Il faut demander à Johan de réactiver le son. Ou tu peux le faire, toi, Eliane? Mais j'arrive pas, moi. C'est à lui de le faire. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si chez vous aussi, mais mon écran est complètement en train de vibrer comme ça et je n'arrive pas. Vous voyez ça chez vous aussi ou pas? Non. Et donc, j'arrive pas à faire marcher la souris, en fait. Voilà, elle réagit pas trop, mais peut-être que je vais réussir là, en faisant là, host. Non, là, je sais pas là. J'essaye, mais... Je vais essayer de l'appeler aussi. Là, je lui écris. Mais il y a une chose quand même. Comment on a retrouvé ces œuvres? Ah oui, alors c'est vrai que... On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important, ça. C'est une question qu'on peut se poser. Absolument. Alors en fait, vous avez vu déjà que j'ai eu du mal à m'arrêter tellement il y a à dire. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'histoires et tellement de... Et donc, enfin, il y a tant de choses qui méritent d'être dites mais absolument, la question de comment les œuvres ont été retrouvées, c'est une question vraiment très, très significative. Alors, souvent, les artistes ont caché leurs œuvres et on fait part du secret à quelqu'un de leur famille ou à un ami. Alors, par exemple, j'avais mentionné l'artiste Lifshitz du ghetto de Kaunas. Alors, lui, par exemple, n'a pas survécu, mais sa femme savait qu'il avait enterré ses œuvres dans une boîte en métal dans le cimetière du ghetto. Et donc, lui ne survit pas, mais elle, oui. Et donc, après la guerre, elle va chercher les œuvres et elle les retrouve. Et c'est ainsi qu'elles nous sont parvenues. Par contre, Esther Laurier, qui est aussi dans le ghetto de Kaunas, elle dit que la question comment faire pour que ces œuvres survivent l'empêchait de dormir. Et finalement, elle décide de commander des espèces de jarres en céramique auprès d'amis qui travaillaient dans un atelier de poterie dans le ghetto, et elle enterre ses œuvres donc dans ces pots. Et après la guerre, elle ne les retrouve plus. Et la plupart, près de 200 œuvres, sont perdues. Et elle a pu les reconstituer seulement plus tard, grâce à des photos qui avaient été gardées par le conseil juif du ghetto. Et donc, elle a refait les œuvres. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait il y avait des doubles dates. J'ai oublié de mentionner cela. Alors oui, donc la question, c'est ça aussi, on se rend compte que finalement, ce qui nous est parvenu, c'est une infime partie de ce qui a été réalisé. Est-ce qu'on a réussi à... Eliade, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. D'accord. Pouvez-vous préciser comment peut-on voir ces œuvres à Yad Vashem
Et possédez-vous des œuvres de Boris Tatlisky de Buchenwald? Oui, alors d'abord, pour les œuvres de Boris Taslitsky, oui, nous en avons. Nous avons essentiellement une peinture, enfin une très grande peinture importante. Nous n'avons pas ces œuvres qui datent de la guerre elle-même, mais nous avons quelques œuvres réalisées par la suite. Et les œuvres peuvent être vues dans le musée d'art de Yad Vashem, selon les mêmes horaires que Yad Vashem, c'est-à-dire c'est de 9h jusqu'à 17h chaque jour. Il y a en ce moment une petite exposition qui traite justement à travers l'art. Donc, vous pourrez découvrir à l'entrée de Yad Vashem, à l'entrée du musée d'art, le musée d'art. Hein, et le musée d'art se trouve en fait à la sortie du musée d'histoire pour ceux qui viennent, qui font tout le parcours, mais vous pouvez y accéder également à part. Voilà, donc en ce moment, il y a cette exposition. Pour tout vous dire, si vous venez vraiment aujourd'hui ou demain, enfin pas aujourd'hui, non, mais demain ou après-demain, nous n'avons pas encore les panneaux. Les œuvres sont toutes accrochées, mais il nous manque les panneaux d'explication pour cette exposition sur la résistance à travers l'art. Mais les œuvres y sont et les labels aussi, hein, les cartels aussi, oui. Alors, peut-être poser les questions à travers le chat. Hein? Tu peux réactiver le son de tout le monde, là, Johan? Ça y est, le Voilà. son est activé. OK, alors. Et quelqu'un qui veut poser des questions, maintenant, c'est possible. Pour compléter la question là sur Boris Taslitsky, j'ai eu l'occasion de voir par une amie à lui le gros livre, le gros volume qui a été fait de reproduction de toutes ces œuvres de Buchenwald. Je ne sais pas si vous le possédez, si vous voyez de quoi je veux parler. Oui, je pense que nous l'avons, oui. Oui. C'est bien sûr, Boris Taslitsky, c'est une histoire, encore une histoire exceptionnelle à bien des égards. Et lui, il faisait partie, en fait, il était communiste, donc fait, oui. à Buchenwald, il était donc avec les résistants communistes. Oui. Et il a également, par la suite, il a énormément créé sur ce sujet. Il a contribué à faire connaître l'art qui a été créé pendant la Shoah et après aussi, et bien sûr, très important. C'est un artiste. C'est probablement parce qu'il n'était pas avec les communistes qu'il a survécu. Absolument, oui. Oui, de toute façon, à Buchenwald, ceux qui étaient donc résistants et communistes avaient beaucoup plus de chances de survie, c'est sûr. Merci en tout cas pour cette présentation très forte. Ouais, merci beaucoup. On peut peut-être demander à Elisabeth Raphaël, si elle est encore là, Oui, de nous parler de son projet. De nous parler de son projet, où il en est. Tout d'abord, Elia, je voudrais vraiment dire moi aussi, comme Simon Arnold vient de faire, hein, combien cette présentation était forte. Et puis évidemment, pour moi, qu'elle se termine par Fondan, c'était particulièrement émouvant. Alors, pour l'instant, le projet bloque sur des questions administratives. Mais bon, il a été voté, donc j'ai bon espoir que nous y parvenions. Et je voulais tout simplement, pour que nous gardions espoir, rappeler que Monique Jutrin, qui est la présidente de la Société d'études Benjamin Fondan, a dû se battre pendant 5 ans pour
arrivé à faire apposer une plaque au bout de la rue Rollin, donc entre la rue Rollin et la place Monge, donc place Benjamin Fontaine, là où il a vécu avant d'être déporté et partir dans le dernier convoi vers Auschwitz. Il lui a fallu 5 ans pour parvenir à cela. Donc, elle m'avait mise en garde, elle m'avait dit, Elisabeth, il faudra probablement des années avant d'y parvenir. Donc, voilà, nous gardons l'espoir que le projet aboutisse. Bravo, en tout cas, merci beaucoup, Eliade. Et c'était vraiment formidable et ça va continuer à être diffusé indépendamment du Yom HaShoah. Toda rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliade. C'est Oui. très intéressant. Brigitte. Ouais. Merci Brigitte. Là, Au revoir. merci Eliade. Ah, bonjour Myriam. C'est très bien. Merci.